Le 20 novembre 2005, sur un archipel de seulement quelques milliers d'habitants, une femme disparaît au milieu de la nuit. Très vite, les autorités s'orientent vers une piste d'une disparition volontaire, alors que tout, absolument tout, dans ce dossier indique le contraire. 20 ans plus tard, sa fille, Sandy, n'a toujours pas de corps, pas d'explication. Avec le soutien de la RPD, elle se bat pour que la justice s'occupe du dossier, avec notamment tous les éléments nouveaux qui ont été mis en lumière. Comment, sur une si petite île de l'océan Atlantique, peut-on encore 20 ans plus tard ne pas savoir ce qui est arrivé à Céline Lafargue? On se retrouve juste après ça. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une disparition dont vous n'avez certainement jamais entendu parler, sauf si vous venez directement de Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous allez voir, dans ce dossier, il y a beaucoup d'éléments rageants et frustrants. Restez bien jusqu'au bout, c'est très important. Et également, le gros de la nouvelle enquête réalisée cette année 2025 et à la fin de cette vidéo. Quand je parle de l'enquête, je parle d'une enquête bénévole réalisée par Delphine, bénévole dans l'association ARPD. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, ARPD, c'est l'association d'assistance et de recherche de personnes disparues pour laquelle je suis enquêtrice bénévole, tout comme Delphine. La famille nous a saisis début de cette année et je peux vous dire qu'il y a énormément de nouveaux éléments et qu'il faut absolument médiatiser ce dossier. Je l'ai déjà dit en privé, je l'ai déjà dit la semaine dernière dans ma dernière vidéo, elle a fait un travail remarquable, elle a mis en lien des éléments qui n'avaient pas encore été mis en lien et surtout les éléments qu'elle a mis en lumière peuvent servir à la réouverture d'une enquête, mais vous allez voir, on en reparle dans la vidéo. Je remercie également Sandy qui tient ce dossier depuis la disparition de sa mère, donc depuis aujourd'hui plus de 20 ans. Et sans elle, évidemment, on ne pourrait pas avancer. Donc merci à elle pour ça et puis merci surtout pour sa confiance. Merci également à Delphine pour le travail qu'elle a effectué. À vous de jouer maintenant, je vais en parler plus précisément à la fin de cette vidéo, mais vous pouvez aider de plusieurs manières ici. Donc par exemple, si vous n'avez pas spécialement de témoignages à partager, vous pouvez tout simplement liker cette vidéo, la commenter, la partager pour lui donner plus de visibilité, en parler autour de vous. Également, vous pouvez signer une pétition qui pourrait aider Sandy à avoir accès au dossier. Donc je vous la mets en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Mais surtout, le plus important, c'est pour celles et ceux qui veulent parler mais qui n'osent pas le faire par peur des représailles. Vous pouvez témoigner de manière totalement anonyme grâce à un fichier totalement anonymisé qui a été mis en place dans ce dossier. Tout est évidemment en description de cette vidéo et en commentaire épinglé, mais on y revient plus en détail à la fin de cette vidéo. Céline Lafargue naît le 2 janvier 1968 à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité française d'outre-mer constituée principalement de 2 îles et située au sud de la province de Terre-Neuve au Canada. Elle voit le jour plus précisément à Saint-Pierre qui abrite la grande majorité de la population de l'archipel d'un peu moins de 6000 habitants. Un territoire minuscule où les gens se croisent tous les jours et où les secrets circulent vite. Céline grandit dans une fratrie de 4, ses frères Michel et John et sa sœur Lolita grandissent avec elle. La famille est marquée par un drame majeur, la mort de leur mère décédée dans un incendie étrange en 1995, dont l'origine accidentelle n'a jamais été acceptée par une partie de la famille. Adulte, Céline devient une femme indépendante, très manuelle, curieuse,
capable de se débrouiller seule. Célibataire, âgée de 37 ans en 2005, elle travaille comme secrétaire médicale à la caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre. Ses amis et collègues la décrivent comme sociable, joyeuse, impliquée dans son travail et surtout très attachée à sa fille Sandy. Céline prévoit d'ailleurs de la rejoindre en métropole à partir du 16 décembre 2005 pour les fêtes de fin d'année. En effet, sa fille Sandy est étudiante à Gap. La mère de famille a très envie de s'installer dans un futur plus ou moins proche dans l'Hexagone afin de s'y former et d'y vivre durablement. Malheureusement, aucun de ces projets ne pourra se réaliser puisque Céline disparaîtra dans la nuit du 20 novembre 2005. En effet, le lendemain, le lundi 21 novembre, elle ne se présente pas à son travail. Ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Une de ses collègues est très vite surprise par son comportement inhabituel. Parmi ses qualités, elle avait celle d'être ponctuelle. On ne voyait pas pourquoi elle n'était pas arrivée à son heure habituelle. Son binôme n'arrivant pas à la joindre sur son téléphone, elle décide de se rendre au domicile de Céline. Et quand elle arrive, elle voit que Céline n'est pas chez elle. Elle ne voit ni elle, ni sa voiture garée devant. Comme elle est très vite inquiète, elle prévient la direction et très vite sa famille qui habite sur l'île va être prévenue qu'elle manque à l'appel et l'inquiétude va grandir d'heure en heure. Et dès le lendemain, la famille va se rendre au domicile de Céline et ce qu'ils vont y découvrir ne les rassure pas vraiment. En effet, déjà, la porte est déverrouillée, mais en plus de ça, le repas semble avoir été interrompu, ses papiers sont retrouvés sur place, ainsi que sa valise, toute neuve, déjà prête pour son départ en métropole. On a aussi la présence de billets d'avion qui sont accrochés sur le frigo. En tout cas, on sentait toute son impatience à travers son organisation à partir pour les fêtes de fin d'année en métropole pour voir sa fille. Tout laisse à penser que Céline était partie quelques heures et qu'elle avait prévu de revenir à son domicile, mais quelque chose semble en avoir empêché. Et on commence à se poser des questions, mais où est donc passée Céline? A-t-elle été victime d'un accident? Et normalement, ce sont les recherches qui vont être lancées qui vont pouvoir apporter ces réponses. Et il faut rappeler qu'on est quand même sur une toute petite île et qu'elle fait moins de 5 km en longueur maximale, donc on pense qu'on va facilement et rapidement la retrouver. Ce soir-là, ce ne sont pas les autorités qui se mobilisent en premier, mais l'île elle-même. Tout le monde est solidaire et donc les proches de Céline vont alerter les pompiers volontaires qui lancent immédiatement les recherches avec leurs propres moyens. Chiens de chasse, lampes, véhicules, bateaux, ils fouillent jusqu'au cœur de la nuit, rejoints par des nageurs, des marins et des pilotes amateurs. Cette mobilisation spontanée montre à quel point les habitants comprennent tout de suite que ce qui se passe n'est pas normal et ça souligne le décalage frappant entre leur attitude et la réaction beaucoup plus tardive des autorités. Par la suite, un appel à témoins est lancé dans les médias locaux et une enquête en flagrance est ouverte sous l'autorité du procureur de l'époque pour recherche des causes de la disparition. Et très rapidement, on commence à voir les premiers témoignages, en tout cas les secours et les gendarmes ont reçu des informations sur le fait que Céline aurait été aperçue dans l'après-midi au niveau de l'ancien frigo. Alors l'ancien frigo, c'est un endroit que je vous mets sur la carte pour celles et ceux qui ne viennent pas de Saint-Pierre. Donc c'est sur la route principale. Elle se dirigeait vers l'ancien frigo. C'est la route du littoral qui est empruntée par de nombreux promeneurs, surtout ce dimanche de la disparition qui était une très belle journée. Ensuite, il y a deux témoignages qui pour moi sont plus intéressants, notamment entre 21h30 et 22h. Son cousin qui la croise devant la poste, il est alors garé devant le bâtiment et a pris le temps de discuter avec elle. Il lui a proposé de la raccompagner, mais elle a refusé en expliquant qu'elle avait garé sa voiture devant le Francoforum, que je vous mets ici sur une carte aussi, un bâtiment public en plein cœur de Saint-Pierre, à 5 minutes à pied de là. Elle semble donc joyeuse, a ses écouteurs sur les oreilles et part à pied dans la direction indiquée à son cousin. Le dernier témoignage visuel vient plus tard dans la soirée et c'est encore un de ses proches, quelqu'un de sa famille qui peut en attester. Il était environ 1h du matin lorsqu'il l'a aperçue. C'est le dernier témoignage officiel. Il va la croiser marchant seul le long de la longue rue principale vers son domicile. Il sortait du bar Le Rustique et se dirigeait vers chez lui. Donc lui, c'était en direction du Francoforum lorsqu'il aperçoit marcher seul dans le sens opposé au sien.
soit dans la direction de son domicile à elle, au niveau du magasin Max Girardin. Donc les deux se reconnaissent mutuellement, ils se font signe de la main pour se saluer. Elle semblait calme, très certainement elle a voulu rentrer chez elle, sachant qu'elle habite à seulement une vingtaine de minutes à pied du Francoforum et qu'elle aime bien marcher. Donc tous ces témoignages situent Céline un petit peu partout à Saint-Pierre, entre fin d'après-midi jusqu'à 1h du matin. On l'a vu route de l'ancien aéroport, route du Cap et en ville. Mais qu'a-t-elle fait pendant cette soirée? Avec qui était-elle? Personne ne peut l'affirmer aujourd'hui. Sandy, de son côté, n'apprendra la disparition de sa mère que 2 jours ou 3 jours plus tard. En effet, déjà à l'époque, il faut savoir qu'on était beaucoup moins ultra connectés comme on l'est aujourd'hui, donc la formation est beaucoup moins rapide, donc on n'envoie pas facilement des textos, il y a le décalage horaire entre la métropole et Saint-Pierre. Puis en plus, ses proches n'ont pas voulu l'inquiéter trop tôt, ils se sont peut-être dit on va la retrouver d'ici là et on va pas inquiéter sa fille. Bon, on peut pas leur en vouloir de ça, ils pouvaient pas se douter de la suite. Et lorsqu'elle a été avertie par son père, elle a même eu du mal à y croire. Elle raconte que elle pensait qu'on lui faisait une mauvaise blague. Parce que c'est vrai que c'est étrange de perdre la trace de quelqu'un sur une si petite île. Et en plus de ça, la délinquance y est quasi inexistante. Donc on se dit, les gens ne peuvent pas se volatiliser comme ça. Et malheureusement, on est sur un de ces cas-là. Dès qu'elle l'apprend, son père va aller la chercher en métropole et faire le trajet retour avec elle. Et là, on est début décembre 2005. Au départ, elle pensait que sa mère serait rapidement retrouvée. Elle avait déjà pris un billet de retour, mais elle ne repartira jamais. Elle va abandonner ses études. D'ailleurs, pendant une période, elle va même se refermer sur elle-même, ne plus vouloir voir personne, parce qu'elle est comme suspendue dans le temps. Au domicile de la disparue, rien d'anormal n'est observé par les forces de l'ordre. En effet, aucune trace de lutte, aucun vol n'a pu être déploré. On est sur une maison propre et rangée. Les gendarmes viennent réaliser, alors que la famille est sur place, une simple visite de vérification et emportent avec eux quelques appareils électroniques, notamment son appareil photo à Céline et son ordinateur portable. Ils vont vite fait faire des vérifications sur le téléphone, ils vont l'embarquer, mais ils ne vont pas le saisir et le mettre sous scellé, puisque à l'arrivée de Sandy, ils vont lui restituer le téléphone de sa mère, qu'elle pourra d'ailleurs utiliser par la suite. La voiture de Céline, une Suzuki Tracker 3 portes de couleur verte, est-elle retrouvée garée, comme elle en avait l'habitude d'ailleurs, au niveau du Francoforum. Quand on retrouve ce véhicule, plusieurs détails sont intrigants. Notamment, on va noter que le siège du conducteur est reculé, que le rétroviseur est réglé différemment et on y retrouve des courses et des cadeaux récemment achetés par Céline à l'intérieur, ce qui appuie encore une fois sur le fait qu'elle avait vraiment envie de partir en métropole et qu'elle n'a très certainement pas disparu de manière volontaire. Mais surtout, tous les détails que je viens de vous donner concernant le véhicule, ça commence à alimenter des spéculations autour de la disparition de la jeune femme. Est-ce qu'une tierce personne en serait à l'origine? Cependant, du côté des enquêteurs, ils sont au départ sur la piste d'un départ volontaire ou même du suicide. Ils vont privilégier cette dernière hypothèse, bien que la personnalité de la disparue et les éléments suspects mis en lumière par plusieurs habitants de l'île leur ont été rapportés. Céline est majeure, elle a peut-être décidé de tout quitter. Plusieurs témoins vont expliquer qu'ils ont été questionnés par les gendarmes et ils ont eu l'impression que les questions étaient orientées. On leur parlait d'une éventuelle dépression de Céline, d'idées suicidaires, un possible départ en métropole ou au Canada et des problèmes personnels, comme si on voulait donc orienter leurs réponses. Pour ses proches, sa famille et ses collègues, ils ne reconnaissaient pas du tout Céline dans les questions posées par les enquêteurs. D'ailleurs, son cousin qui avait échangé avec elle ce soir-là expliquait qu'elle avait un ton jovial, qu'elle était contente de lui expliquer qu'elle partait bientôt en métropole. Elle parlait de rejoindre sa fille et du projet de faire les fêtes de fin d'année dans l'Hexagone, donc elle était très heureuse de ça selon ce qu'il rapportait. Pour ses amis et ses collègues, je vais en citer certaines ici. Je mettrai mes 2 mains dans le feu, elle ne s'est pas suicidée, elle chantonnait, sifflait, elle était très gaie, tout l'a tirée vers le haut, pas vers le bas. Pour tous les proches de Céline, ils en sont
persuadé, la vérité est ailleurs. Après 8 jours d'enquête de flagrance, le procureur de la République de l'époque décide de saisir le juge d'instruction pour ouvrir une information judiciaire afin d'éclaircir les circonstances de la disparition de la jeune mère. C'est donc à partir de ce moment-là la brigade de recherche qui enquête sur le dossier. Mais la conviction non justifiée de quelques enquêteurs explique en partie certains manquements dans l'enquête. Par exemple, des bijoux identifiés comme les siens, selon nos informations, ont été retrouvés près d'une route qui longe le littoral, juste après le rond-point menant vers l'hôpital. Les recherches ont été effectivement intenses dans ce secteur précis. Cependant, la présence de cheveux sur une boucle d'oreille identifiée comme appartenant à Céline n'a pas donné lieu à des analyses ADN connues. C'est comme pour le domicile de Céline et sa voiture. Aucun des deux n'ont été mis sous scellé. D'ailleurs, c'est même pire pour le véhicule, puisqu'il a été laissé garé pendant des semaines là où il a été retrouvé, au point où les pneus se sont même dégonflés et sans qu'aucune analyse interne ou qu'aucune empreinte n'ait été relevée. Pourtant, je vous le rappelle, les éléments autour du véhicule indiqueraient qu'une autre personne les conduit, donc ça m'aurait semblé cohérent de faire des analyses un peu plus poussées sur ce véhicule pour savoir quelle aurait été la personne qui l'aurait conduit à la place de Céline, parce que ça aurait pu donner quand même une piste assez intéressante à exploiter. Mais bon, de toute façon, ça n'a pas été fait et ça ne pourra plus être fait à ce jour. De même, il faut attendre près de 2 ans pour qu'on ait enfin l'intervention d'un chien renifleur de cadavres demandé par un enquêteur nouvellement arrivé et impliqué travaillant sur la disparition, venu de l'Hexagone, sans résultat. Le gendarme prénommé Bertrand était très motivé pour retrouver Céline, mais il avait essuyé pas mal de refus du côté de la justice et il avait été confronté à pas mal de bâtons dans les roues. À noter qu'il a été un véritable soutien pour Sandy. Il avait une approche humaine pour laquelle elle reste aujourd'hui très reconnaissante. Donc là, c'est vraiment, vous avez compris, je vous fais la liste un petit peu de tout ce qui manque, je pense, en tout cas à mon point de vue, dans l'enquête. Et en effet, il y a certains témoins pourtant capitaux qui n'ont pas été véritablement entendus, ou alors qui ont été entendus trop tard, ou qui sentent que leur témoignage n'a pas vraiment été pris au sérieux par les autorités. À noter quand même que le père adoptif de Céline a été placé en garde à vue en juin 2008, soit 3 ans après la disparition. En effet, vu que les deux étaient quand même en conflit et qu'elle de son côté faisait des démarches pour reprendre son nom de naissance, il était je pense normal de l'entendre. Mais de toute façon, ça n'a rien donné et il n'y a aucun élément qu'on a pu relier avec la disparition de sa fille adoptive et depuis, il est décédé. Au total, l'instruction va durer 8 ans. Dans ce dossier, il faut savoir que Sandy s'est portée partie civile dès 2006, donc l'année suivante la disparition de sa mère, ce qui normalement devrait lui donner le droit d'avoir un accès au dossier. Cette instruction sera close en 2012, sans mise en examen, sans requalification et sans corps. À noter que la famille n'a pas été prévenue officiellement de cette décision. En effet, aucun document ne lui a jamais été remis attestant de la fin des recherches ou de la clôture de l'instruction. Encore plus frustrant, la bénévole qui s'occupe du dossier depuis cette année, donc depuis 2025, a appris récemment de sources informelles mais fiables que l'enquête a été rouverte en 2015, puis close à nouveau en 2018 sans en informer encore une fois la famille de Céline ou Sandy, les privant ainsi de se porter partie civile. 10 ans plus tard, donc 10 ans après la disparition, en 2015, on demande à Sandy d'envisager de déclarer le décès de sa mère. Elle refuse, disant « Je n'ai pas de corps, pas de preuves, pas d'explication. Pour ouvrir, il faudrait engager un avocat, payer des frais, redéposer une procédure. Pendant des années, Sandy se heurte à des silences administratifs, des lettres sans réponse, des promesses non suivies, des faits. Pendant que la procédure s'éteint, les questions, elles, ne disparaissent pas. Et sur l'île, les rumeurs continuent de circuler. « 20 ans plus tard, donc 20 ans après la disparition, Sandy Durruti, la fille de Céline Lafargue, décide de sortir du silence publiquement. Soutenue par ses fils dans cette démarche, elle décide de créer en 2024 une page Facebook pour les 19 ans de la disparition de sa mère. C'est là que Delphine, l'enquêtrice bénévole ARPD, travaillant sur Paris mais étant originaire de Lille, est touchée par la disparition. Elle va la contacter et se propose de prendre en charge l'enquête bénévole. Ensemble, elles engagent une démarche structurée, lettres et mails au parquet,
demande de communication du dossier d'instruction, soutien d'une avocate et présence sur les réseaux sociaux, affiches et appels à témoins sur tout l'archipel. Et surtout, je vous le disais, une enquête approfondie, détaillée et précise réalisée par Delphine qui a pu mettre en lumière de nouveaux éléments dans ce dossier et qui permettent de le faire avancer à ce jour. L'avocate a adressé dès mars 2025 un courrier officiel au procureur de la République de Saint-Pierre-et-Miquelon pour demander la communication du dossier, droit garanti par l'article 114 du Code de procédure pénale. Or, ni ce courrier ni les relances n'ont reçu de réponse, si ce n'est les simples accusés de réception postaux. Le seul rendez-vous accordé en juin 2025 a été possible grâce à la médiatisation réalisée par Sandy sur les réseaux sociaux, sorte de pression médiatique et le fait que la population locale était prête à aller manifester devant le palais de justice. Suite à un réel où Sandy décide de prendre la parole publiquement en interpellant directement le procureur. Bonjour, nous sommes le 7 juin 2025. Je m'appelle Sandy et je m'adresse aujourd'hui à monsieur le procureur de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ma mère, Céline Lafargue, a disparu le 20 novembre 2005. J'avais 18 ans. Depuis, je me bats. Je cherche des réponses dans le silence, l'attente et trop souvent, l'indifférence. Le 28 mars, mon avocate vous a écrit pour que le dossier lui soit transféré. La lettre est bien arrivée le 7 avril, mais pas jusqu'à vous. Elle a envoyé le 28 mai un mail adressé à la greffière en vous mettant en copie. Aucune réponse. J'ai moi-même envoyé un mail le 2 juin, afin d'avoir une copie du dossier, ce qui est mon droit, puisque je suis sa fille unique et que la procédure d'instruction est close. Encore un silence. Aucun procureur n'a accédé à mes demandes. Aujourd'hui, je suis mère, et je sais pas quoi répondre à mes enfants quand ils me demandent « Qu'est-ce qui est arrivé à mamie ?» Monsieur le procureur, je vous en supplie, écoutez-moi. Regardez ce dossier, aidez-moi à comprendre. J'ai foi en votre engagement, envers l'archipel, envers la justice. Montrez que ma voix ne sera pas ignorée comme toutes les autres fois, que vous serez celui qui par son humanité fera la différence. Lors de ce fameux entretien, il est important de noter que la présence de l'avocate n'a pas été autorisée. De plus, alors ça, je vais pas vous mentir, je trouve que c'est un peu fort de café. Durant cet entretien, le procureur a indiqué ne pas pouvoir adresser à Sandy le dossier d'enquête, alors que c'est dans son droit, je vous le rappelle. En tout cas, lui transmettre la copie du dossier, en raison de la présence d'éléments personnels concernant certains témoins et aussi par rapport au fait que le dossier n'avait pas été numérisé, qu'il était resté sous format papier, épars et conséquent. Comme l'explique Delphine, je vais la citer, les arguments avancés oralement pour refuser la transmission du dossier ajoutent à l'absurdité et à l'inhumanité de cette situation. Pourtant, aujourd'hui, la communication de certains éléments du dossier apparaît indispensable, surtout qu'en qualité de partie civile depuis 2006, cette décision de ne pas communiquer sur les actes d'enquête réalisés et les procédures engagées reste incompréhensible. C'est pourquoi en août 2025, soit 20 ans après la disparition de sa mère, Sandy va avec son avocate porter plainte contre X pour enlèvement et séquestration. L'idée est claire ici, forcer l'ouverture d'une nouvelle enquête avec une qualification pénale plus grave, cohérente avec ce que ressentent les proches depuis le début. Aujourd'hui, la famille est toujours dans l'attente d'une réponse sur la décision ou non d'instruire cette enquête et à première vue, rien ne pourrait faire obstacle à l'ouverture de cette instruction. Et surtout avec les éléments nouveaux qui ont été mis en lumière, dont je vais vous faire part ici pour certains dans la suite de cette vidéo, en vous indiquant l'hypothèse que moi je privilégie avec les informations que j'ai et qui semble la plus cohérente avec la disparition de Céline Lafargue une nuit de novembre 2005. Tout d'abord, grâce à un formulaire anonyme de témoignage mis en place par Delphine et partagé sur les réseaux, mais également grâce à l'enquête de la bénévole sur le terrain, mais aussi en contactant un nombre incalculable de personnes plus ou moins proches du dossier, des détails et éléments encore inconnus voient le jour. Là, je vous fais un petit disclaimer à rappeler que aujourd'hui, il n'y a eu aucun mise en examen, qu'il n'y a même pas d'enquête ouverte à ce jour. Donc ce que je vais vous énoncer reste de l'ordre de l'hypothétique. Mais les éléments qui ont été mis en lumière, eux, sont importants, ils sont réels et surtout, on a décidé de les exposer ici. On a décidé de ne plus se taire. À ce jour, certains faits ne doivent plus rester sous silence.
20 ans après la disparition de Céline, ses proches méritent des réponses et c'est pour ça qu'ils ont pris la décision de médiatiser certains de ces éléments nouveaux, en espérant que justice soit faite s'il y a lieu d'être, évidemment. L'emploi du temps précis de Céline avant les faits, le jour et la nuit de sa disparition, a pu être recoupé avec les témoignages recensés dans un document synthétique de plus de 30 pages. Ce dont on peut être sûr, c'est que son comportement était totalement normal, voire enjoué les jours précédant sa disparition. Le dimanche, jour des faits, elle écrit à son amie M via Messenger en fin de matinée, lui disant qu'elle avait besoin de prendre l'air parce qu'elle étouffe. M interprète cela comme une envie de marcher, pas un signe alarmant. Elle aurait ensuite quitté son domicile aux alentours de 16h, avant d'être aperçue en ville dans la soirée et dans la nuit par des membres de sa famille. Beaucoup de témoins parlent de véhicules suspects et de comportements plus qu'étranges la nuit et le jour suivant la disparition de Céline. Comportements tenus par plusieurs individus. Cela commence avec l'observation de Céline dans l'après-midi dans une camionnette sombre non identifiée en compagnie d'un homme. Ensuite, dans la nuit, plusieurs témoins aperçoivent un certain O conduisant son van d'une couleur singulière vers minuit 30, 1h du matin à toute allure. Je vous mets sur la carte l'endroit de l'observation. Or, ce fameux O a déclaré son véhicule volé le lundi 21 durant cette même nuit. Ce qui est donc contredit par ce même témoignage puisqu'il est vu au volant de ce même véhicule qu'il a déclaré volé. Ce van sera expertisé bien plus tard, mais trop tard, et donc aucune preuve exploitable. Plusieurs témoignages attestent qu'une camionnette sans phare a été aperçue roulant en direction de la plage de Savoyard vers 3h du matin, ce qui est étrange et inhabituel dans cette partie de l'île ne bénéficiant pas d'éclairage public. C'est une zone où très peu de recherches ont eu lieu alors qu'elle est connue pour être un lieu où les courants marins sont forts et mènent rapidement au large. Un témoin rapporte que cette même nuit, une voiture est rentrée en collision avec un véhicule stationné devant son domicile rue Maréchal de Lattre de Tassigny, à 2 minutes où O a été aperçu conduisant son véhicule à vive allure. Une enquête de gendarmerie a été menée là-dessus sans résultat connu. En tout cas, le propriétaire de l'autre véhicule n'a, à notre connaissance, pas été identifié. Enfin, un Zodiac a été aperçu quittant le port vers 3-4 heures du matin, toujours cette même nuit. C'est vrai que pour cette petite île, il s'en passe des choses en une seule nuit. Beaucoup de véhicules suspects avec des comportements suspects. O qui déclare que son véhicule a été volé durant la nuit où Céline a disparu alors que des personnes l'ont vu au volant de ce même véhicule. Un autre véhicule qui s'est fait percuter par un véhicule non identifié à ce jour, un autre qui a été aperçu sans phare dans un coin un peu étrange en direction d'une plage. Et au milieu de tout ça, il y a Céline qui disparaît. C'est vrai que c'est quand même très inquiétant. Et surtout, ça appuierait de plus en plus sur la piste d'un accident dissimulé ou en tout cas de l'intervention d'une tierce personne. Donc en gros, l'hypothèse criminelle. Au centre de cette hypothèse, le fameux O et d'autres hommes, connus pour des soirées mouvementées, des agressions ou encore de la consommation d'alcool et de stupéfiants. Certains éléments laisseraient imaginer une potentielle dissimulation du corps en mer. D'autres éléments troublants entourent ce groupe d'hommes que connaissait bien Céline. Quelques semaines après la nuit de la disparition, un fourgon régulièrement prêté à O pour son travail a été amené dans un garage de Saint-Pierre. O et cet autre habitant, R, habitué à lui prêter, aurait entrepris un nettoyage complet du véhicule. Ce véhicule sera stocké à l'abri des regards, ne sera plus utilisé et sera finalement détruit. Un comportement inhabituel et suspect laissant penser qu'on chercherait à dissimuler des preuves. Serait-ce relié à la disparition de Céline ? Aucune certitude. Mais le reste des éléments laissent en effet à penser que certaines personnes avaient des choses à cacher et à se reprocher après la disparition de la mère de Sandy. Là, pour moi, c'est quand même assez important. Donc notez que 3-4 jours après la disparition, un certain J est évacué vers St. John's avec plusieurs blessures, dont des grosses griffures sur le côté droit du cou, attribuées, selon ce qui aurait été rapporté, à des blessures typiques d'une lutte, d'un geste de défense d'une victime contre une agression ou une tentative d'étranglement
ou de contrainte. Le délai, donc 3-4 jours, correspond à la cicatrisation inflammatoire de blessures datant du 20-21 novembre 2005. Vous allez me dire qu'est-ce que J a à faire dans cette histoire? Eh bien, il semblerait que J était dans le véhicule avec O la nuit de la disparition. Et donc cet élément renforce l'hypothèse d'un conflit qu'il y aurait eu entre Céline, J et O. Mais l'élément central du dossier, selon Delphine, qui l'a mis en lumière, et selon moi après l'avoir lu, est la disparition d'un autre homme quelques années après celle de Céline sur la même île. Il s'agit de Patrick Bombardier qui a disparu 10 ans plus tard, soit en février 2015. Mais encore une fois, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec Céline? Eh bien, tout simplement, cet homme, Patrick Bombardier, faisait partie, côtoyait le même groupe d'hommes, J, O et R, dont je vous ai parlé juste avant. Mais ce n'est pas tout. Alors là, attendez, on a l'impression d'être dans une enquête criminelle qu'on voit à la télé, sauf que c'est la vraie vie. Donc cet homme, on a pu voir qu'il a été à l'origine de courriers anonymes envoyés pour intimider des femmes. Au départ, c'était anonyme ces courriers, mais des éléments ont montré que c'était Patrick Bombardier et d'ailleurs, après sa disparition, les courriers ont cessé. Ce qui est le plus important, c'est le contenu de certaines de ces lettres, dont plusieurs contenus ont été partagés dans le journal télévisé de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc je vais vous le montrer, voici ce qu'on peut lire. Tu sais, on n'a jamais retrouvé Céline, mais nous, on sait où elle est. Et après, on découpera ton cadavre en morceaux et on le jettera au poisson, comme Céline. Bonnes dernières vacances. Donc évidemment, à partir de ces écrits, on ne peut qu'établir un lien entre les deux affaires, donc celle de la disparition de Patrick Bombardier et celle de Céline Lafargue 10 ans auparavant. Et évidemment, ce lien entre ces deux affaires mérite d'être creusé. Et d'ailleurs, on peut se demander, est-ce que c'est pour cela qu'il y a eu une nouvelle enquête qui a été ouverte en 2015, je vous le rappelle sans que la famille n'ait été au courant, et qui a été clôturée 3 ans après, donc en 2018. C'est possible, même si cette information n'a jamais été rendue publique. Ce qui est étrange dans ce dossier, c'est que 2 mois seulement après sa disparition, il a été déclaré décédé et très vite, il a été radié du tableau de l'ordre des chirurgiens dentistes et sa maison est vendue rapidement. Donc avec les éléments évoqués et ceux en notre connaissance dont pour le moment nous ne voulons pas parler publiquement, il y a de fortes suspicions quant au fait que des personnes aient voulu se débarrasser de Patrick Bombardier. Pourquoi? Parce qu'il en savait trop? Parce qu'il parlait trop, parce qu'il donnait trop de détails. En tout cas, ce sont des questions légitimes à se poser. Mais Delphine a mis en lumière d'autres hypothèses très intéressantes également, notamment concernant un cargo qui était à quai à Saint-Pierre la nuit de la disparition de Céline et qui est reparti vers Halifax le lendemain, soit le 21 novembre 2005. Ce cargo est un navire prénommé Ascania. Des marins de ce navire auraient eu des comportements déplacés envers des habitantes de l'île et donc un capitaine local aurait alerté les autorités. Vu qu'il était à quai la nuit de la disparition, il demande à ce que l'Ascania soit fouillé immédiatement, mais malheureusement avant que ça puisse être fait, on le laisse repartir vers Halifax et là il y a eu des vérifications dans le navire à Halifax, mais ça n'a rien donné. Mais bon, entre-temps, il a quand même navigué en pleine mer. Plusieurs témoins, que ce soit des plongeurs, des marins ou des habitants, soulignent que si un corps avait été embarqué à bord, il aurait été très simple de le faire disparaître en pleine mer. Un à un, je vais vous rappeler ces éléments qui dessinent un paysage inquiétant. Une femme qui ne veut pas disparaître, un groupe d'hommes dont plusieurs semblent blessés, nerveux, silencieux après les faits, des véhicules nettoyés, détruits, déclarés apparemment à tort volés la même nuit, un cargo qui part dès le lendemain, des lettres anonymes qui revendiquent un savoir sur l'emplacement du corps. Tout cela, mis bout à bout, oblige à nous poser des questions, notamment est-ce qu'on a vraiment cherché au bon endroit et est-ce que la piste criminelle a réellement été étudiée? On a plusieurs hypothèses
qu'on peut mettre en lumière ici. Donc la première qui semble la moins cohérente, c'est la disparition volontaire. Alors pourquoi est-ce que pour moi elle n'est pas à privilégier? Tout simplement parce que elle avait un projet de départ pour le 16 décembre, sa valise était prête, elle avait acheté des cadeaux, ses collègues la voient heureuse, investie, ses amis et sa famille excluent totalement l'idée. Elle avait prévu de voir son frère John qu'elle affectionnait beaucoup en métropole et d'y rencontrer également un homme avec qui elle entretenait une relation à distance. Cette hypothèse ne tient de toute façon pas face aux faits. Où serait-elle partie et comment l'aurait-elle fait? Là, si on parle de l'hypothèse qui au départ était privilégiée par les enquêteurs, donc le fait qu'elle ait mis fin à ses jours, on a quand même plusieurs éléments qui viennent à son encontre. Donc en effet, là encore, on n'a aucun signe de dépression majeure, aucun message d'adieu, aucune trace de geste suicidaire et surtout la personnalité de Céline qui est prudente, tournée vers sa fille, et elle a été vue souriante parler de ses projets à un membre de sa famille qui la croise dans la soirée de sa disparition. Donc cette hypothèse ne s'inscrit sur aucun élément tangible. Contrairement à l'hypothèse que je vais vous exposer ici, celle de l'intervention d'une tierce personne. C'est cette hypothèse que retiennent aujourd'hui la plupart des proches de Céline, mais également certains anciens enquêteurs qui ont travaillé sur le dossier. Les éléments qui convergent vers cette hypothèse sont notamment le fait que Céline ne rentre jamais chez elle après avoir été vue à 1h du matin, que son véhicule montre des traces d'une autre conduite, que des bijoux et effets personnels ont été retrouvés près du littoral, qu'un homme du groupe J présente des griffures compatibles avec une lutte dans les jours qui suivent, que plusieurs véhicules sont nettoyés, cachés et détruits, qu'on parle d'un Zodiac quittant le port en pleine nuit, d'une camionnette sans phare descendant vers Savoyard. On a aussi la présence du cargo, l'Ascania, qui part le lendemain. On a des lettres anonymes qui affirment savoir où se trouve Céline, écrites par Patrick Bombardier, faisant partie du groupe d'hommes et ayant disparu à son tour en 2015, et des rumeurs persistantes depuis 20 ans sur l'île et ailleurs, qui désignent le même petit groupe d'hommes. D'ailleurs, j'ai à peine posté une story pour parler du fait que j'allais évoquer cette disparition sur ma chaîne YouTube, que j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me parler en message privé, et je vous le montre ici, qui clairement fait comprendre que tout le monde sait de qui on parle, mais que je pense qu'il y a une sorte d'omerta, qu'on a peur de parler, et voilà. Mais là, ça fait bien trop longtemps que ça dure, hein. Ça fait quand même 20 ans, il est temps que les gens parlent. Donc je vais vous exposer moi l'hypothèse que je me suis faite, elle ne dépend que de moi, hein. Je vous le rappelle ici, il n'y a personne qui a été mis en examen dans ce dossier, qui a été inculpé directement, et surtout il n'y a pas d'enquête ouverte. Mais le but de cette vidéo et de tout ce qui a été fait par l'enquêtrice bénévole dans ce dossier, c'est de mettre en avant, en lumière, des nouveaux éléments pour permettre l'ouverture d'une enquête, d'une nouvelle enquête avec ces nouveaux éléments qui permettraient que des enquêteurs officiels prennent le relais et enfin amènent des réponses à cette famille. Donc pour moi, cette hypothèse qui ne dépend que de moi, je le répète, serait le fait que Céline aurait été invitée ou entraînée dans une soirée où se trouvaient plusieurs hommes de ce cercle. Elle aurait aussi pu tomber sur eux fortuitement. Peut-être qu'elle aurait été agressée sexuellement ou pas, mais en tout cas qu'une dispute derrière aurait éclaté, il y aurait eu un geste de trop, un accident, un homicide qui se serait produit. Pris de panique, certains décident de cacher le corps au vu des diverses rumeurs de l'île et d'autres éléments, soit dans le béton d'un chantier, soit dans un puits, soit en mer, à Savoyard ou via le bateau. Le départ du cargo Ascania au lendemain de la disparition constitue un vecteur de dissimulation possible. Ce qui est sûr, si cette hypothèse se rapproche de la vérité, c'est que plusieurs personnes savent ce qu'il s'est passé cette nuit de la disparition de Céline. Je vous le disais, juridiquement, ça ne reste que des hypothèses, mais c'est celle qu'on a pu mettre en lumière grâce au travail conjoint de Delphine et de la famille de Céline, notamment de Sandy. Finalement, Sandy est devenue une jeune femme orpheline en très peu de temps. Elle a perdu de manière tragique ses deux parents, donc en 2005 sa mère, qui s'est volatilisée mystérieusement, et quelques années plus tard, en décembre 2008, son père lors d'un naufrage de bateau. Elle peut heureusement aujourd'hui compter sur le soutien de ses proches, Michel,
son frère, son mari, ses enfants, mais également sa tante, donc la sœur de sa mère, Lolita, dans son combat pour connaître la vérité. Mais imaginez-vous comment se sent la famille aujourd'hui, sachant que Sandy et Lolita, entre autres, habitent sur l'île. Elles se sentent coupables de se poser la question sur chaque personne qu'elles rencontrent. Peut-être que cette personne sait quelque chose, peut-être qu'elle est impliquée dans la disparition de Céline. Donc c'est vraiment une sensation étrange. Elles sont aux aguets et elles se sont toutes deux exprimées dans une interview dont je vous mets une petite partie ici. Même encore, je veux dire, même 20 ans après, on se promène quelque part, le réflexe va être de regarder si elle est pas quelque part. Ça reste même 20 ans après. J'ai seulement 2 certitudes. Je suis sûre qu'elle n'est pas partie de l'archipel volontairement. Parce que voilà, on avait des projets quand même. Et je suis sûre aussi qu'elle ne s'est pas suicidée. Parce que sinon, elle m'aurait au moins laissé une lettre. Ça, c'est clair et net. Tu peux t'en vouloir aussi, toi, de penser qu'il y a des personnes qui peuvent être coupables et qui peut-être qu'ils ne le sont pas, mais peut-être qu'elles le sont aussi. Donc, c'est l'incompréhension totale. Il y a bien quelqu'un qui a vu ou quelqu'un qui a entendu parler de quelque chose et puis qui n'a pas osé, peut-être, il y a 20 ans de ça, de nous le dire, mais que maintenant, peut-être que ça serait le moment de le dire, quoi. Il n'est pas trop tard pour parler. Ben non. Espérons que la justice en qui Sandy a entièrement confiance fasse preuve d'humanité envers une famille, une fille qui souffre depuis maintenant plus de 20 ans et qui ont dû mener leur propre enquête. Et espérons que Sandy puisse avoir enfin accès au dossier d'enquête de la recherche de sa mère qui a disparu depuis toutes ces années. C'est pour ça, je vous le rappelle maintenant, qu'il est important d'agir. Alors vous avez plusieurs manières de le faire, en signant cette fameuse pétition que je vous mets en description et en commentaire épinglé, qui s'intitule Accès au dossier de la disparition de Céline Lafargue, un droit fondamental pour sa fille, qui est aujourd'hui signé par plus de 1600 personnes. N'hésitez pas à le faire, c'est très important et ça peut avoir un véritable impact dans ce dossier. Et également, vous avez plusieurs manières de témoigner. Alors vous pouvez me contacter moi, vous pouvez contacter l'adresse mail qu'il y a sur l'avis de disparition que je vous mets à l'écran, ou directement contacter la page Facebook concernant cette disparition, ou tout simplement, si vous voulez témoigner de manière anonyme, vous avez un formulaire que je vous mets aussi en description, en commentaire épinglé, qui pourra vous permettre de témoigner sans que votre identité ne soit révélée. Et je vais vous laisser quand même avec Delphine qui va vous dire quelques mots sur l'importance de témoigner. Céline Lafargue n'est pas un dossier. C'est une femme, douce, solaire, une présence lumineuse. Une mère, une sœur, une amie, une collègue, une voisine. Depuis plus de 20 ans, ses proches se battent contre un mur sans visage, un mur fait de silence, de procédures et de portes fermées. Céline détestait l'injustice. Elle n'hésitait jamais à monter au front quand une cause méritait d'être défendue. Et cette force-là, elle l'a transmise à ses proches. J'aime à penser qu'elle nous la transmet encore aujourd'hui, de là où elle est. Cette force qui nous pousse à notre tour à défendre sa cause pour qu'elle ne sombre pas dans l'oubli et qu'elle ne s'efface pas face à l'injustice. Je ne vais pas vous mentir, ce combat n'est pas facile et la part que je porte depuis bientôt 1 an est infime comparée à celle que portent Sandy, les proches de Céline, depuis plus de 20 ans. Et je le dis ici en mon nom propre, en tant que personne ayant des racines saint-pierraises, Saint-Pierre-et-Miquelon ne saurait être un État, un lieu de non-droit. La loi en vigueur est la même qu'en métropole, et le silence ne peut être une réponse acceptable. La justice est la même ici comme partout ailleurs. Je profite de ce message pour remercier les personnes qui ont déjà témoigné. Beaucoup m'ont confié des choses sensibles, lourdes. Je sais le courage immense qu'il aura fallu pour me parler, et je ne pensais pas avoir autant de témoignages. Je sais que certains d'entre vous ont pris un risque en me parlant et je les en remercie profondément. Merci pour cette parole, merci pour votre courage. Même après 20 ans, une affaire peut basculer avec une seule personne. Un détail, un mot, et ce mot peut venir de vous. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de chercher, il s'agit de ne pas renoncer. Chercher la vérité, c'est refuser que Céline devienne un silence. Merci. Bon, sachez que nous ne nous arrêterons pas là, nous allons continuer à communiquer sur ce dossier. On est en contact avec plusieurs médias nationaux. Il est temps d'exposer les faits aujourd'hui,
que les personnes qui soient à l'origine de la disparition de Céline, si l'hypothèse criminelle est confirmée, puissent enfin répondre de leurs actes et montrer que malheureusement certaines fois, enfin moi en tout cas je trouve que la justice n'est pas tout le temps du côté des victimes. Le dossier Céline Lafargue présente aujourd'hui un faisceau d'indices graves, précis et concordants, orientant clairement vers la piste de l'intervention d'un tiers, impliquant un groupe d'hommes identifiés et un dispositif logistique terrestre et maritime. Les nouveaux éléments, notamment le témoignage médico-légal et la présence du cargo Ascania, ouvrent des pistes objectives et vérifiables qui n'ont jamais été exploitées. Unissons-nous pour apporter les réponses tant méritées par cette famille. Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette longue vidéo sur ce dossier. C'est une disparition qui est très importante à médiatiser à ce jour. Je pense que vous avez pu le voir à travers les nombreux éléments que je vous ai exposés dedans. Écoutez, on espère que la justice va entendre la famille et que derrière, ils vont accepter l'ouverture d'une instruction pour enlèvement et séquestration, parce que par rapport à tout ce que je vous ai exposé, je pense que ça serait totalement logique. On croise les doigts, je vous tiendrai au courant, je vous tiendrai informé des évolutions sur ce dossier ici, et on ne lâche pas l'affaire, vous inquiétez pas, on continuera à en parler. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager pour la visibilité de celle-ci. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sympathiques pour la famille, et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.